Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Un testament inattendu, drame radiophonique de Charles Maître, avec Jacques Morel, Pierre Delbon, Laurence Weber, Jean-Jacques Aslagnan, Paulette Franz, Tony Taffin, Arlette Thomas, Charles Charras, Raymond Pélissier et Jean-Charles Thibault. Chef opérateur du son, Jean Deloron. Collaboration technique, Geneviève Laureau. Assistante, Marie Vouilloux. Réalisation, Pierre Billard. Alors, docteur? Elle a repris connaissance, mais elle est très faible. Vous tenez absolument à l'interroger? Bien obligé. À moins que... Si vous pensez qu'elle s'en tirera, je vais bien attendre un peu. Il n'y a pratiquement aucune chance, malheureusement. Non, elle a perdu trop de sang. Pour l'instant, et malgré les transfusions, extraire la balle nécessiterait une opération qu'elle ne supporterait pas. Et en ne faisant rien? Chez un être aussi jeune, le corps se défend. Un miracle est toujours possible. Enfin, disons, une chance sur 100. Dans ce cas, je suis désolé, mais il faut absolument que je la voie. J'essaierai d'être bref, je vous le promets. Très bien. Eh bien, venez. Mademoiselle Didier, ne vous inquiétez pas. Surtout, ne bougez pas. Il y a là un inspecteur qui voudrait vous poser quelques questions. Mais il m'a promis d'être bref. Mademoiselle, je voudrais savoir si vous avez vu votre agresseur. Non. Il avait un foulard devant le visage. Donc ce n'était pas un visiteur? Non. J'étais sur mon lit en train de lire. La porte s'est ouverte et... je pense que ce devait être un cambrioleur. Mais c'était un homme. Vous l'avez vu? Je ne sais pas. J'ai vu un chapeau, le foulard et un imperméable. Mademoiselle, connaissez-vous quelqu'un qui pourrait avoir intérêt à votre disparition? Non. Vous semblez hésiter. Non. Je vous en prie, je suis fatiguée. C'était sûrement un cambrioleur. S'il vous plaît, inspecteur. Oui, un dernier mot. Je ne veux pas vous harceler, mademoiselle Didier, mais votre supposition est difficilement admissible. Pour cambrioler dans un hôtel une simple chambre d'étudiante, on ne s'arme pas d'un revolver. Et encore moins d'un revolver probablement muni d'un silencieux. Je ne sais pas. Je ne sais rien. C'est la vérité. Mais pourtant... Non. Désolé, inspecteur. C'est assez pour aujourd'hui. Oui, très bien. Reposez-vous.
Et ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je ne reviendrai que lorsque vous aurez repris des forces. Madame Bertin, s'il vous plaît. Oui, voilà. Monsieur l'inspecteur, je suis Claude Rousselin, le fiancé de Catherine Didier. Si vous pouviez m'interroger d'abord, je voudrais retourner à l'hôpital. Je vous l'accorderai volontiers. Malheureusement, j'arrive de l'hôpital et les visites sont toujours interdites. Comment va-t-elle? Elle a repris connaissance, mais Oui. je ne vous cache pas que les médecins sont très pessimistes. Alors que ça vous plaise ou non, je vais y aller. Vous n'avez pas le droit de m'en empêcher. Eh bien, c'est très bien, monsieur Rousselin. Allez. Nous nous verrons plus tard. Merci. Ma parole, on devient sentimental dans la police. Ça dépend des interlocuteurs, madame. Oh, bon, excusez-moi. Asseyez-vous. Vous vous appelez Rose Bertin, veuve de Jean Bertin, et vous êtes propriétaire de l'hôtel Alexandre, rue Saint-Jacques. Oui. Vous avez été condamné il y a plus de 20 ans pour une tentative d'extorsion de fonds. Exact? Eh ben, à la bonne heure. Vous perdez pas de temps. Je vous demande si tout ça est exact. Oui, c'est bien ça. Bon. Depuis combien de temps Catherine Didier loge-t-elle chez vous? Oh. Bientôt 2 ans. Elle a quitté le collège où elle était interne dès qu'elle a eu 18 ans. Et elle est venue directement chez moi. Ah. Vous la connaissiez? Ah non. Non, pas du tout. Le hasard d'une chambre libre. Ouais. Elle a de la famille? Son père vit à Paris. Mais il est difficile d'appeler ça de la famille. Ah. Oui, sa mère est morte en la mettant au monde. Et le père en a reçu un tel choc qu'il a même pas voulu la voir. Alors, on l'a mise en nourrice. Et plus tard, elle est allée de pension en pension. Enfin, vous voulez dire qu'elle ne connaît pas son père? Si, tout de même. Il s'est décidé à faire sa connaissance le jour de ses 16 ans. À ce moment-là, il a semblé regretter, paraît-il. Mais il était trop tard. La gosse avait pris l'habitude de vivre sans personne. Et vous le connaissez, le père? Non. Je Non. sais seulement ce que m'en a dit sa fille. Elle l'avait pris en pitié et elle le voyait de temps à autre. Pitié, en pitié, pourquoi en pitié? Parce qu'il s'est jamais remis de la mort de sa femme. Dans le fond, c'est un pauvre type. Il est architecte, mais il travaille au ralenti. Il préfère se réfugier dans l'alcool. Mhm. Et c'est lui qui entretient sa fille? Non. Elle touche une pension prélevée sur l'héritage de sa mère. Ah, vous semblez assez bien renseigné. Vous êtes très lié avec la petite? Oh, lié, c'est beaucoup dire. Il m'arrive de lui offrir une tasse de café et nous parlons un peu. En 2 ans, les détails finissent par faire un tout. Oui, je vois. Et dites-moi, vous connaissez l'adresse du père? Avenue de Versailles, 227 ou 237, j'ai jamais su exactement. Oui, bon. Maintenant, dites-moi, racontez-moi comment vous avez découvert le drame et comment, à votre avis, les choses ont pu se passer. Mais j'ai déjà dit tout ça la nuit dernière, lorsqu'on est... Aucune importance. Vous allez me le raconter à nouveau, et ce ne sera peut-être pas la dernière fois. Bon. Seulement, c'est pas la peine de le prendre sur ce ton, je suis pas une criminelle. Pour la découverte, c'est facile. Il y a chez moi un tableau de lampe témoin pour l'électricité. Alors, un peu avant 4 heures du matin, je me suis levée pour boire un verre d'eau. Et j'ai vu que la lumière marchait dans la chambre de la petite. Comme elle n'a pas l'habitude de veiller si tard, j'ai pensé qu'elle s'était endormie et je suis allée voir. Au prix où est l'électricité. La porte était ouverte? Elle ne ferme jamais à clé. J'ai d'abord frappé, et n'obtenant pas de réponse, j'ai entrouvert la porte pour éteindre. C'est alors que je l'ai vue. Mais c'est une chance que le lit soit pas caché par la porte, je serais probablement reparti sans m'apercevoir de rien. Oui, ce qui revient à dire que l'assassin aurait pu également tirer du couloir sans même pénétrer dans la chambre. Je suppose que oui. Ensuite? Ensuite? Oui, ensuite? Rien. Pour ce qui est de savoir comment la chose a pu se passer, j'en sais probablement moins que vous.
D'après la blessure et le sang perdu, les médecins estiment qu'elle a dû être blessée vers 1h du matin. C'est possible. Je me suis couché vers 11h30 en rentrant du cinéma. Et en laissant la porte d'entrée ouverte. On la ferme jamais? Oui, autrement dit, on entre chez vous comme dans un moulin. On y entre comme dans un hôtel dont les chambres sont munies d'une serrure et d'un double verrou. C'est pas de ma faute si les clients s'en servent pas. Passons. Je voudrais que vous... Alors, oui? Oui, passez-le-moi. Allô? Oui, c'est moi. Ah? Il y a combien de temps? Son fiancé était là? Oui. Oui, je m'en occupe immédiatement. Merci, docteur. Elle est morte? Quelques instants après l'arrivée de son fiancé, oui. Asseyez-vous, monsieur Rousselin. Merci. Je vous remercie d'être venu. Oui, je suis venu pour essayer de vous aider, monsieur l'inspecteur. Et parce que je veux savoir qui l'a tué. Malheureusement, je n'y comprends rien. Et j'ai bien peur de ne pas vous être d'un grand secours. Vous n'avez vraiment aucune idée? Non. Catherine était la fille la plus tranquille et la plus simple que j'ai jamais connue. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle allait droit devant elle. Et tout le monde l'aimait. Non, c'est tellement incroyable que j'en arrive à me demander si on ne l'a pas tuée en la prenant pour une autre. Vous dites qu'elle allait droit devant elle et savait ce qu'elle voulait, mais que voulait-elle exactement? Se marier. Depuis des années, elle ne pensait qu'au jour où elle pourrait avoir enfin un vrai foyer, des enfants. Nous avions décidé de nous marier dès sa majorité, dans un peu plus d'1 an. Et pourquoi pas plus tôt, puisque vous vivez seul aussi? Oh, une chambre d'hôtel, c'est pas un vrai foyer. Et à sa majorité, Catherine devait toucher un héritage assez important venant de sa mère. Il devait nous permettre de nous installer. De même qu'il m'a permis déjà de suivre mes études. Ah, comment ça? Oui, j'étais prêt à accepter n'importe quel emploi qui me permette de vivre en renonçant pour toujours à l'agrégation. Et c'est elle qui m'en a empêché. Elle a tenu absolument à me prêter une importante somme d'argent. Elle en avait les moyens? Non, pas exactement, non. Elle a emprunté. À qui? Mais quelle importance, ça n'a rien à voir. Vous voulez m'aider, n'est-ce pas? Alors, dites-vous bien que tout détail peut avoir de l'importance. Il y a 1 an, Madame Bertin, la propriétaire de l'hôtel, lui a prêté 300 ou 400 000 francs. Je ne sais pas exactement. Elle savait que Catherine devait hériter, le placement était sûr. D'ailleurs, Catherine ne m'en a jamais rien dit. Mais je ne me serais pas étonné qu'elle ait signé des reconnaissances pour des sommes bien plus importantes. Quel âge avez-vous, monsieur Rousselin? 23 ans. Et ça ne vous gêne pas de... D'être entretenu par ma fiancée? C'est ce que vous voulez dire? Non. Non, ça ne me gênait pas. Parce que je l'aimais. Et parce que c'était un moyen pour nous de mieux vivre plus tard. D'ailleurs, en passant, je vous signale que lorsque je dis fiancée, ce n'est pas un euphémisme. Catherine était une jeune fille. Et j'entendais qu'elle le demeure. Pour faire un vrai mariage. Pour qu'elle ne découvre pas l'amour dans une chambre d'hôtel ou dans la mansarde que j'habite. Oui, ça vous étonne peut-être, mais c'est comme ça. Non, je comprends très bien. Et vous? Quoi, moi? Oui, enfin, pas d'autres petites amies en attendant le mariage? Je viens de vous dire que j'aimais Catherine. J'ignore quel sens vous donnez à ce mot, mais pour moi, cela excluait toute aventure. Oui. Comment l'avez-vous connue? Je l'ai rencontrée à l'hôtel pendant une permission. Oui, je venais précisément voir... ma petite amie, comme vous dites. Que vous avez donc quitté pour Catherine Didier? Oui. Ouais. Facilement?
Je comprends pas. Je vous demande comment cette amie a pris la rupture. Bien? Oh, pas très, non? Jalouse? Oui et non. C'est-à-dire? C'était... Oui, enfin, c'était pas une simple aventure, nous avions quelques projets. Seulement, si vous vous imaginez... Je n'imagine rien, monsieur Rousselin, rien du tout. Je n'ignore pas que mes questions sont indiscrètes, mais... c'est le métier qui veut ça. Et comment s'appelle cette petite amie? Non. Là, je suis désolé, mais je refuse de vous le dire. Ah. Elle n'a absolument rien à voir dans la mort de Catherine, et je ne veux pas qu'elle s'y trouve mêlée à cause de moi. Comme vous voudrez, monsieur Rousselin. Je m'arrangerai pour trouver cette personne sans que votre conscience d'ami ait à en souffrir. Et ce ne sera sans doute pas très difficile. C'est possible, mais je préfère. Y a quelqu'un? Oui, voilà, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est vous. Entrez, monsieur l'inspecteur. Bonjour, madame Bertin. Encore des questions à poser? Eh, quelques-unes, oui. Eh ben, asseyez-vous. Merci. Pourquoi n'avez-vous pas parlé hier de l'argent que vous avez prêté à Catherine Didier? Parce que j'y ai pas pensé. D'ailleurs, je ne vois pas en quoi ça pourrait vous intéresser. Tout m'intéresse, madame Bertin. Combien lui avez-vous prêté? En francs d'aujourd'hui, 6 000. Je ne doute pas que vous possédiez des reçus pour une telle somme. Mais je voudrais savoir combien vous lui avez prêté exactement. Je vois. En somme, vous insinuez que j'ai volé la gosse. En matière judiciaire, ça s'appelle de l'usure, mais le code pénal la réprime presque aussi sévèrement. Je sais, merci. Ah, vous savez. Donc, vous avez étudié la question. Écoutez-moi bien, monsieur l'inspecteur. Pour chaque reçu de 100 000 francs que la petite m'a donné, je lui ai remis 90 000 francs. Étant donné que je devais attendre sa majorité pour être remboursé, ça représente un intérêt d'environ 5%. Oui. Bon, vous n'êtes pas obligé de me croire, évidemment. Mais même si ces chiffres n'étaient pas exacts, je ne vois pas en quoi ils pourraient se rapporter au crime. Vous n'allez pas me dire que vous me soupçonnez tout de même. Oh, non, rassurez-vous. D'ailleurs, à vrai dire, c'est pas tellement pour ça que je suis venu. Non, je voudrais que vous me parliez de l'ancienne amie de Claude Rousselin, celle qui logeait ici et qui l'a quitté pour Catherine Didier. Ah, Fabienne Colbert. Je suppose que c'est ça, oui. Elle a quitté l'hôtel il y a plus d'1 an, presque tout de suite après leur rupture. Ah. Et quel genre de fille est-ce? Une fille bien. De 5 ou 6 ans plus âgée que lui. Elle vient d'achever sa médecine et d'entrer dans une clinique privée. Mais comment le savez-vous? Vous êtes resté en contact? Elle vient quelquefois en passant, me dire bonjour et bavarder un peu. En réalité, je la soupçonne de venir surtout pour savoir où en sont les gosses. Peut-être avec un vague espoir. Ah, vous voulez dire qu'elle est toujours amoureuse de Claude Rousselin? Je pense que oui. Encore que ça m'étonne de sa part. Et pourquoi? Parce que c'est une fille intelligente et plutôt réaliste. Or, ces 2 gosses-là, il n'y avait qu'à les voir ensemble pour être sûr que rien ni personne ne pourrait les séparer. Sauf la mort. Oui, évidemment. Et dites-moi, cette Fabienne Colbert, Oui, c'est ça, oui. vous pouvez l'imaginer en train de tuer froidement? Alors là, excusez-moi, mais c'est tout de même une drôle de question. Tout ce que je peux faire, c'est de vous donner son adresse. Vous jugerez par vous-même. Oui. Comment a-t-elle pris la rupture à l'époque? Oh, plutôt mal. Mais il faut dire qu'elle se doutait de rien, et que ça lui est tombé dessus comme une avalanche. À ce moment-là, elle aurait pris un revolver pour les tuer tous les deux. Ça m'aurait pas autrement étonné. Ah oui, à ce point-là. À ce point-là, oui. Et puis, un beau jour, très calmement, elle vient m'annoncer qu'elle abandonne et qu'elle va déménager. Alors là, je vous avoue que j'ai été surprise. Je la croyais pas fille à renoncer si facilement.
Ouais. En somme, vous voulez dire que ce revirement aurait pu n'être qu'une ruse et qu'elle avait peut-être une idée derrière la tête? Et là, comme vous y allez, j'ai jamais rien dit de pareil, moi. Non, je dis seulement que ça lui ressemblait pas et que j'avais été étonnée, c'est tout. Tiens, pas de concierge ici. Pourtant bien 227 avenue de Versailles. Ah, les boîtes à lettres. Voyons. Monet, Dupont, Reboul. François Didier, c'est au premier à gauche. C'est vous, Rousselin? Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous attendais, je pensais que vous viendriez. Mais il faut que je vous parle avant que vous voyiez le père de Catherine. Pourquoi? Venez par là, je vais vous le dire. Il y a un banc au fond du hall. Mais ça ne pourrait pas attendre un peu? Non, mais rassurez-vous, il ne se sauvera pas. Il est déjà à moitié ivre. Vous êtes déjà monté chez lui? Il y a 1 heure, oui. Allez, venez. Alors, qu'est-ce que vous avez de si urgent à me dire? C'est au sujet de cet héritage dont je vous ai déjà parlé. Oui, maintenant que Catherine est morte, cette fortune va de nouveau revenir à son père. Pourquoi de nouveau? Lorsque la mère de Catherine est morte, c'est lui qui devait hériter. Ils étaient mariés, séparés de biens, mais sa femme avait testé en sa faveur. Et alors? Et quand il a eu décidé de ne pas voir sa fille, de ne pas s'en occuper, il a renoncé en même temps à l'héritage. Catherine devenait seule héritière, mais ne toucherait qu'à sa majorité. À ce moment-là, évidemment, c'était un geste d'honnêteté envers une enfant qu'il ne voulait même pas connaître. Seulement depuis 20 années ont passé. Et il a pu changer d'avis. Oh, vous ne croyez tout de même pas... Et pourquoi pas? Vous pensez sans doute que ce serait pas trop monstrueux, mais ce n'est jamais qu'une question de degré. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce crime est monstrueux, dans tous les cas. Alors un peu plus, un peu moins. Vous lui avez parlé de vos soupçons? J'ai essayé, mais... Il m'a ri au nez. Il m'a fichu à la porte en me disant de m'adresser à la police. C'est pas un comportement de coupable, ça. Mais ça ne veut rien dire. Oui, oh... Ce n'est peut-être qu'un pauvre type, d'accord. N'empêche qu'il a besoin d'argent. Et qu'il avait essayé d'en obtenir de sa fille. Comment ça? Il y a 2 mois, il a proposé à Catherine de la faire émanciper. Et de cette façon, elle aurait pu entrer en possession de son héritage. Et puis lui prêter ce qu'il demandait. Il paraît que monsieur veut refaire sa vie. Et elle a refusé? Pas exactement, non. Elle a fait remarquer qu'avec toutes les formalités et la paperasserie nécessaires, il ne gagnerait finalement que quelques mois. Alors il en a convenu, il n'a pas insisté. Et vous croyez vraiment qu'il a besoin d'argent? Moi, je ne sais pas, Je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est que quelqu'un l'a tué. Ah, vous devriez rentrer chez vous et essayer de dormir maintenant. Je vous préviendrai s'il y a du nouveau. Non, laissez-moi vous accompagner. Je ne dirai rien, je ne bougerai pas, mais... Ma présence l'empêchera peut-être de mentir. Après tout, pourquoi pas? S'il refuse de parler devant vous, ce sera toujours une indication. Venez. Dites-moi, comment étiez-vous tellement certain que je viendrais ici? Interroger les proches, je suppose que cela fait partie de la routine. Vous avez trouvé quelque chose? Non, rien. À l'hôtel et dans le voisinage, personne n'a vu ni entendu quoi que ce soit. Un de mes collègues continue les recherches de ce côté-là, mais j'ai bien peur que ça ne donne rien. Quant à mademoiselle Fabienne Colbert, je n'ai pas encore vu. Mademoiselle? Oui. Ah oui. Mais... Oui, je savais bien que la mère Bertin vous renseignerait. Enfin. Bon, voilà, c'est ici. Et vous perdrez votre temps avec Fabienne. Elle n'a sûrement rien à vous apprendre. C'est possible, mais ça fait aussi partie de la routine.
Encore toi? Mais je croyais t'avoir... Pardon, je vous avais pas vu. Inspecteur Renard, police judiciaire. Eh bien, à la bonne heure. Voilà au moins un garçon qui suit les conseils qu'on lui donne. Monsieur Rousselin doit m'accompagner tout à l'heure chez un témoin. J'ai préféré qu'il n'attende pas dans la rue. Vous avez bien fait. Avec toute cette circulation, on ne sait jamais. Entrez. Voilà. Asseyez-vous si vous voulez. Seulement, je vous préviens que j'ai mal au crâne et que j'ai pas envie de parler. Tout ce que je peux vous dire, en dépit de ce que paraît penser cet excellent jeune homme, c'est que je n'ai pas tué ma fille. Même si vous n'avez pas tiré, c'est quand même vous qui l'aurez tuée. Si vous ne l'aviez pas abandonnée et condamnée à vivre seule, elle ne serait pas morte. Et toi, tu ne l'aurais sans doute jamais connue. Avec des si, on peut aller loin. Monsieur Rousselin, asseyez-vous et tenez-vous tranquille. Quant à vous, monsieur Didier, je regrette que vous n'ayez pas envie de parler, mais je vais tout de même vous poser quelques questions. Posez toujours, on verra bien. Où étiez-vous avant-hier entre minuit et 4 heures du matin? Ici, je dormais. Seul? Ici, je dors toujours seul. Il y a 20 ans, avec ma femme, j'habitais déjà cet appartement. Oui. Pourtant, récemment, vous avez parlé de refaire votre vie. J'en avais l'intention, c'est vrai. Et vous ne l'avez plus. Quand ma femme est morte, j'ai tout abandonné. J'ai renoncé à tout. Et j'ai même refusé de voir ma fille. Pendant 16 ans, j'ai vécu d'alcool et de souvenirs. Jusqu'au jour où j'ai fait la connaissance de ma fille et où j'ai compris que j'avais été un imbécile. Et malheureusement, il était trop tard. Je me suis repris quand même et peu à peu, j'ai cessé de boire. Et il y a quelque temps, j'ai rencontré une femme qui pouvait être une compagne pour moi. J'ai décidé de me remarier, mais je voulais d'abord rétablir un peu ma situation. Et puis voilà. En 2 jours, tout est redevenu impossible. Et pourquoi? Pourquoi? Je me suis conduit comme une brute vis-à-vis de ma fille. Et je m'en suis aperçu bien trop tard pour pouvoir réparer quoi que ce soit. Heureusement pour elle, en fin de compte, elle s'en tirait bien. Elle avait fait de bonnes études, elle avait la tête solide, et elle était sur le point d'épouser un garçon que je trouve très bien, même s'il me prend aujourd'hui pour un assassin. Tout cela me permettait de ne pas avoir trop de remords et de penser un peu à moi. Et puis voilà. Monsieur Didier, je comprends votre réaction. Je sais, hélas, que le malheur est irréparable. Mais il y a aussi un assassin qu'on ne peut pas laisser courir. Vous devez nous aider. Je voudrais bien vous aider. Malheureusement, tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est d'essayer de démolir l'accusation que ce jeune homme porte contre moi. Vous y gagnerez toujours un peu de temps. Monsieur Rousselin n'a jamais dit que... Ah, longtemps. Il est venu spécialement tout à l'heure pour me jeter au visage que j'allais hériter de ma fille. Si vous n'appelez pas ça une accusation... Mettez-vous à sa place, monsieur Didier. Oh, je sais. Je ne lui en veux pas. Mais je voudrais bien poser une question. Héritage mis à part, est-ce que tu penses que j'aurais pu avoir une autre raison de tuer Catherine? Non, bien sûr. Bon. Eh bien, dans ce cas, sache que même cet unique mobile n'existe pas.
Parce que Catherine a fait un testament. Ce que vous dites? Elle m'en a parlé lorsqu'il avait été question de son émancipation. J'ignore pourquoi elle ne t'en a rien dit, mais c'est ainsi. Le testament existe, et il est déposé chez le notaire chargé de gérer sa fortune. Une jeune fille de 20 ans qui pense à faire son testament. Ça, c'est tout de même assez inattendu. Oui, mais non. Étant donné sa situation, ce n'est pas tellement extraordinaire. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. À 20 ans, à moins d'être malade ou de se sentir menacé, c'est le fait de penser à la mort qui est étonnant. Catherine était une jeune fille étrangement sérieuse et qui ne faisait rien comme personne. D'autre part, Maître Loriol a pu la conseiller. Il me déteste cordialement. Je ne vois pas le rapport. En faisant un testament alors que j'étais son héritier naturel, Catherine me déshéritait tout simplement. Elle vous a dit au profit de qui? Non. Non, mais je serais très étonné que ce ne soit pas en faveur de son fiancé. Et je n'en profite pas pour le soupçonner, moi. Je ne refuse pas de vous aider, monsieur l'inspecteur, mais je m'étonne que vous me demandiez cela en présence de monsieur Rousselin. Parce qu'il figure sur le testament, je présume. Effectivement. Votre fiancé vous en avait parlé, monsieur? Non. Alors dans ce cas, je ne comprends pas. Oh, c'était pas bien difficile à deviner. Puis-je vous demander quels sont les autres bénéficiaires? Ma jeune cliente a souhaité répartir sa fortune, qui est assez considérable, en 4 parts égales. Pour son père, pour son fiancé, pour une certaine mademoiselle Colbert. Colbert. Vous parlez de Fabienne Colbert? Je crois que c'est effectivement son prénom. Oui. Est-ce tellement étonnant? C'est-à-dire que je ne sais pas, moi. Oui, tout de même. Dites-moi, maître Loriol, est-ce que vous savez si mademoiselle Colbert est au courant de cette disposition? Oui. Ma cliente aurait pu lui en parler, évidemment, mais cela m'étonnerait. Pourquoi? Parce qu'elle m'a laissé également une lettre pour cette personne. Ah oui? Un petit mot d'explication. A-t-elle précisé en rien? Rien. Mademoiselle Didier a fait son testament en rien. Pourquoi pas? La pauvre petite avait pris cette précaution en pensant à un accident toujours possible, mais elle comptait bien l'annuler dès son mariage avec monsieur Rousselin. Elle entendait se marier sous le régime de la communauté. Décidément, vous avez raison, mademoiselle Didier était une personne très ordonnée. Et qui est le 4e bénéficiaire? C'est moi. Ah. Oui, moi. J'ai naturellement insisté pour qu'elle n'en fasse rien, ou tout au moins pour qu'elle réduise cette part. Mais la pauvre petite n'a rien voulu savoir. Bien entendu, j'ai exigé que 2 témoins fussent présents lors de la signature. Claude. Oui. Tu es certain que cet inspecteur va venir? Je pense, oui. À cause de ce testament? Peut-être pas seulement pour ça. Que veux-tu dire? Rien de précis. Je suppose qu'il voudrait savoir où tu étais l'autre soir. Ah, c'est dans ça. Et tu n'es venu toi aussi que pour me poser cette question, n'est-ce pas? Mais non, Fabienne, je te jure que non. Je suis venu parce que j'avais peur de rester seul. Je te demande pardon de dire ça à toi, mais je peux pas supporter la mort de Catherine. On n'accepte pas une telle disparition en 48 heures, mon pauvre Claude. Laisse-moi te donner un somnifère et va dormir un peu. De toute façon, j'aimerais autant que ce policier ne te sache pas là. Pourquoi? Tu viens de me dire qu'il en était encore à soupçonner tout le monde. Inutile de lui donner des idées.
Des idées. Concernant une complicité possible, par exemple. Pour un policier consciencieux, ça doit être une hypothèse à ne pas négliger. Tu es complètement folle, non? Pour me soupçonner, il faudrait vraiment qu'il soit tombé sur la tête. Oui. Tandis que me soupçonner, moi, c'est parfaitement normal. Non, mais non, je dis pas ça. Seulement, avoue que Catherine te léguant une part de sa fortune, c'est tout de même surprenant. À première vue, oui. Je l'admets. Pourtant, je crois pouvoir l'expliquer. Ah? Eh bien, vas-y, je t'écoute. Tu ne l'as jamais su, mais... Allô? Allô? L'inspecteur Renard? Ah, non, il n'est pas chez moi. Oui? Oui, bien sûr. Bon, c'est entendu, je le lui dirai. Je vous en prie. Le commissaire Tabar. Il croyait que son inspecteur était ici. Qu'est-ce que je disais? Tu parlais de Catherine. Et de quelque chose que j'ai jamais su. Ah oui. Lorsque tu m'as annoncé que tu voulais l'épouser et que tout était fini entre nous, je suis allé la trouver. Mais... Non, attends. Laisse-moi parler. Je t'aimais et je ne voulais pas te perdre. Du moins pas sans me battre. Et alors? Alors, nous avons parlé. Longuement. Et au lieu de la gamine que j'imaginais, je me suis trouvée en face d'une petite femme qui acceptait tranquillement le combat. Vous aimez Claude, vous ne voulez pas le perdre. Eh bien, essayez de le reprendre, je ne vous empêche pas de le voir. Elle était si sincèrement navrée pour moi, si sympathique en somme, que je me suis retrouvée complètement désarmée. Voilà. Et tu crois que c'est à cause de cela que je ne vois pas d'autre explication. Une sympathie réciproque et une manière de me demander pardon encore une fois, en quelque sorte. Oui. D'ailleurs, je suis bien certaine qu'elle a fait ça sans trop y croire. Mariée et mère de famille, elle aurait changé tout ça. Mademoiselle Colbert? C'est moi, oui. Inspecteur Renard... De la police judiciaire, je sais. Je vous attendais. Ah? Ah, bon. Je vois. Je croyais vous avoir conseillé d'aller dormir, monsieur Rousselin. C'est une tête de mule, il ne veut rien entendre. Le commissaire Tabar a téléphoné il y a 5 minutes. Il a laissé un message à son bureau, il demande que vous appeliez d'urgence. Ah bon, vous permettez? Je vous en prie. Inspecteur Renard, passez-moi le bureau du commissaire Tabar, je vous prie. Allô, Julien? Ici Renard, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Non, mais c'est sûr, ça? Oui, évidemment. Bon, ben, je saute dans un taxi. Oui. Oui, je sais, avenue de Versailles. Oui, je sais, avenue de Versailles. Au revoir. François Didier s'est suicidé il y a 1 heure environ. Et probablement avec l'arme qui a servi à tuer sa fille. Ouais. Autrement dit, de 2 choses l'une. Ou ce suicide met fin à toute l'histoire, ou bien c'est pas un suicide et nous sommes dans le pétrin jusqu'au cou. Hein? Qu'en pensez-vous? Je pense comme vous, évidemment. Non, je vous demande pas de penser comme moi, je vous demande de choisir, moi. Suicide ou pas suicide? Je sais pas. Moins qu'on puisse dire, c'est que certains détails sont bizarres. Ouais. Se suicider debout au milieu d'un salon,
C'était pas déjà très courant, mais ça s'est vu. Mais par contre, se tirer une balle dans le cœur sans appuyer l'arme contre sa poitrine, ça me paraît franchement invraisemblable. Donc, deuxième solution. Eh ben, on est dans le pétrin et on repart au-dessous de zéro. Peut-être pas tout à fait, seulement nous ne pourrons pas aller bien loin avant d'avoir les résultats du laboratoire et de l'autopsie. Oh, pour ce qui est du revolver, ma conviction est faite. Même calibre, dispositif silencieux, ça, je veux bien être pendu si c'est pas l'arme qui a tué la gosse. Par contre, pour l'autopsie, je voudrais bien savoir. Oui, si jamais le légiste estime que la balle a été tirée à une certaine distance, nous serons définitivement fixés. Oui, et nous n'aurons plus qu'à nous mettre en quête d'un champion de tir, parce qu'enfin, une balle en plein cœur pour le père, et tuer la fille sans même entrer dans la chambre, ça c'est fort. Oui, c'est fort. Bon, eh ben, laissons de côté le suicide pour l'instant et voyons l'autre hypothèse. Alors, vous avez une idée, vous? Mais j'en ai un peu trop. Je préférerais connaître celle de Didier et savoir pourquoi il a essayé de me téléphoner. Ah oui, Didier, le monsieur qui découvre la vérité mais qui se fait tuer aussitôt, c'est tentant, mais peut-être un peu facile, non? Oui, je suis pas partisan des complications à tout prix. Mais moi non plus, mon cher, seulement que vous le vouliez ou non, cette affaire n'est pas simple. Eh oui, ça je vous l'accorde. À moins qu'elle ne soit enfantine. Bon, Fantine, qu'est-ce que vous voulez dire? Rien, je fais du paradoxe. Ouais. De toute façon, qu'on ait tué Didier pour l'empêcher de parler ou seulement pour lui faire endosser l'assassinat de sa fille, il nous faut revenir à la petite. Et là, nous pouvons admettre comme presque certain que le testament est-elle mobile. Vous oubliez l'amour, Fabienne Colbert est toujours amoureuse de Rosselin. Oui, vous avez retrouvé le jeune homme chez elle, d'accord. N'empêche que j'y crois pas beaucoup. Et comme vous-même, vous ne croyez pas à la culpabilité de Rosselin, il ne reste plus que le notaire. Hein? Ah, celui-là, si j'étais sûr qu'il sache tenir un revolver... Il y a peut-être un autre moyen de le coincer. Si c'est lui qui a tué, je suis à peu près persuadé qu'il ne l'a pas fait seulement pour l'héritage. Ah oui, vous pensez au gardien de l'héritage. Exactement. On a confié à cet homme la fortune d'un bébé, à charge pour lui d'en rendre compte 21 ans plus tard. Hein? Ouais. 21 ans, mon cher renard. Oui. Pour peu que le bonhomme aime le jeu ou la bourse, avouez que c'est tentant. Oui, bien sûr. Seulement, en admettant même qu'il ait dilapidé toute ou partie de la fortune qui lui était confiée, je vois pas très bien ce que ces deux assassinats auraient empêché. Une succession reste une succession. Les morts ont des héritiers et de toute façon, il aurait fallu rendre des comptes. Oui, mais le quart qui lui revient aurait pu le tirer d'affaire. Et d'autre part, à propos de succession et d'héritiers, il faudrait voir à pas oublier François Didier, parce que lui aussi doit avoir des héritiers. Et il avait sa fille. Il avait, mon cher, oui. Il avait. Et comme elle est morte avant lui, il serait peut-être pas inutile de voir du côté de... Enfin, qu'est-ce qui se passe, là, quoi? Monsieur qui veut absolument... Oui, c'est moi, il faut que je vous parle. Je crois que j'ai découvert la vérité. Bon, Dubois, laissez-nous. Quant à vous, monsieur Rosselin, asseyez-vous et commencez par reprendre votre souffle. Vous avez une tête à faire peur. Je suis persuadé que François Didier ne s'est pas suicidé. Ah. Il a été tué par l'assassin de Catherine. Et pour une raison qui nous a échappé à tous. Oui, mais quelle serait cette raison? Le testament de Catherine nous a tellement surpris que nous en avons tous été omnubilés. Et l'idée ne nous est même pas venue que l'assassin non plus n'y a peut-être pas pensé. Et cela vous mène? Cela mène à considérer l'assassinat de Catherine comme une première étape uniquement. Celui-ci accompli et l'assassin, croyant que Didier hérite de sa fille, il le tue à son tour. Parce qu'il est l'héritier de Didier, tout simplement. Oui, c'est très intéressant, ça. Nous en étions justement là lorsque vous êtes entrés. Bon, alors quel serait cet héritier, selon vous? Son frère. Oui, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il s'agit d'un fou. Un fou? Oui. Sorti de l'asile il y a 2 ans. Après 10 ans d'internement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À vrai dire, je ne sais pas grand-chose. Le père de Catherine m'en a parlé un jour, mais très vaguement. Ouais. Il ne voulait pas que Catherine connaisse cet oncle et il m'en a dit juste assez pour que je l'aide à l'en dissuader. Mais attendez. Aussi peu que vous en sachiez, essayez de commencer par le commencement, voulez-vous? Ouais. Alors, François Didier avait donc un frère, lequel aurait été interné pendant 10 ans. Pourquoi? Et il est devenu subitement fou, paraît-il. Un jour, en pleine rue, il a bondi sur un terrassier et lui a arraché sa pelle. Quand les passants sont intervenus, le pauvre type était déjà à moitié mort. Épilepsie? Oh, exactement, je l'ignore, mais tout ce que je sais, c'est qu'étant resté interné 10 ans sans avoir eu la moindre crise, on l'a relâché il y a environ 2 ans. Oui, et où est-il allé? Mais son frère l'a installé dans une petite maisonnette qu'il avait en banlieue, au bord de la Marne.
Comment vous voulez dire qu'on a laissé cet homme qui sortait de l'asile tout seul dans une maison? Une voisine s'occupe un peu de lui et de son ménage. Le père de Catherine nous a dit qu'il avait besoin de calme et qu'il ne manquait de rien. Bon, très bien. Mais comment pouvez-vous penser que cet homme a assassiné sa nièce et son frère? Car enfin, sont là de crimes minutieusement prémédités et qui n'ont rien à voir avec la rage meurtrière d'un démon. La maladie a pu évoluer, prendre une forme différente. Son frère disait qu'il était devenu très doux et un peu absent. Oui, il aurait donc tué 2 fois, ignorant que sa nièce avait fait un testament pour hériter de son frère. Vous avouerez que cela suppose tout de même une certaine suite dans les idées. Et qu'est-ce qu'il faisait dans la vie avant d'être interné, vous le savez? Non, j'ai cru comprendre qu'il était déjà d'un caractère instable et qu'il n'avait jamais eu d'occupation suivie, c'est tout. Et le père de Catherine refusait d'en parler. Pourquoi, il en avait honte? Non, mais je crois plutôt que c'était un sentiment de culpabilité, en quelque sorte. Oui, il disait qu'après avoir abandonné une fille pendant près de 20 ans, on ne venait pas lui imposer un père ivrogne et un oncle fou. Si je comprends bien, sa nièce ne l'a jamais vue, et il était censé ne pas la connaître. Et pourtant, il est allé directement à son hôtel, et il ne s'est pas trompé de chambre. Vous trouvez pas ça bizarre, vous? S'il a prémédité tout le reste, il a aussi bien pu espionner et s'enseigner, je suppose. Ouais. Vous connaissez son adresse exacte? Non. Je sais seulement que c'est une petite maison avec un jardin, du côté de Joinville, je crois. Bon, mon cher renard, il vous reste plus qu'à trouver cette adresse. Il n'est pas certain que nous y trouvions la clé de l'énigme, mais ça mérite examen. Brigadier. Monsieur le commissaire. Laissez-nous d'abord entrer dans la maison. Ensuite, vous disposerez vos hommes autour du jardin et surtout, vous ne montrez pas et soyez sur vos gardes, on ne sait jamais. Combien vous avez d'hommes? Une douzaine. Bon, alors dites-leur de ne tirer qu'en cas de nécessité absolue si l'homme est armé. Oui. Et dans les jambes, surtout. Oui, bon, vous venez, renard? Oui, monsieur le commissaire. Elle est plutôt du genre cabane à lapin, la maison de campagne. Taisez-vous et ouvrez l'œil. N'oubliez pas que si jamais Robert Didier est notre homme, c'est un fameux tireur. Et en ce moment, nous devons former une sacrée belle cible. Y a quelqu'un? La clé est sur la porte, commissaire. Ah bon? J'ai vu. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un ici? Ah. Monsieur Didier? Regardez. Quoi? Dans l'autre pièce, près de la fenêtre. Monsieur Robert Didier? C'est moi, monsieur. Vous êtes de la police? Pourquoi de la police? J'ai vu des gendarmes qui essayaient de se cacher. Oui? Et ça vous fait peur? Je n'ai pas dit que j'avais peur. Vous êtes quoi dans la police? Commissaire. Je suis le commissaire Tabar de la police judiciaire. Et monsieur est l'inspecteur Renard. De Paris? Oui, de Paris. Vous êtes du célèbre quai des Orfèvres? Eh oui. C'est flatteur. Surtout pour quelqu'un qui ne reçoit jamais de visite. Mais votre frère doit bien venir vous voir de temps à autre, non? Oh non. Non, c'est moi qui vais quelquefois chez lui, mais pas souvent. Il ne m'aime pas. Ah. Et vous? Oh, moi, j'ai été pendant très longtemps à l'hôpital, vous savez. Quand personne ne vous aime, on ne peut pas aimer non plus. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer, monsieur Didier. Une mauvaise nouvelle concernant votre frère. Ah? Oui. Il s'est suicidé. Ah. Mais la mort de votre frère n'a pas l'air de vous toucher beaucoup. L'hôpital
c'est peut-être pire que la mort. Et mon frère m'y a laissé quand même. Ah oui, mais l'hôpital, vous en êtes sorti, et puis votre frère vous a donné cette maison. Il fallait bien. Je n'ai pas d'argent et je ne sais rien faire. D'ailleurs, je n'aimerais pas travailler. Ah. Alors qu'est-ce que vous faites toute la journée? Je pense. Ah. Et puis, je vais au cinéma. Ah. Presque tous les jours. Tous les jours, ici? Ah non, à Paris. Vous allez tous les jours à Paris? Oui. Pourquoi pas? Que ce soit pour travailler ou pour aller au cinéma, le chemin est le même. Et il y a des tas de gens d'ici qui travaillent à Paris. Oui, ça, évidemment. Bon, allez-y, renard, parce que moi, je sais plus quoi dire. Oui. Dites-moi, monsieur Didier, quel genre de film allez-vous voir? Vous avez une préférence? Je n'aime que les films avec des policiers et des gangsters. Ah. Il y en a que j'ai vu plus de 10 fois. Et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ces films? Les femmes. Oui, il y en a toujours de très belles. Mais ce que j'aime surtout, c'est les coups de revolver. Avant, quand j'étais pas encore malade, je tirais beaucoup et j'étais très fort. Ah. Ouais. Et dites-moi, vous ne tirez plus? Vous n'avez pas une arme ici? Ah non, j'en avais trouvé une au grenier, mais... Oui? Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Vous n'êtes pas venu de Paris pour me parler du cinéma? Hein? Seulement vous êtes comme les gendarmes qui sont là-bas, hein? Vous voulez vous cacher? À votre avis, pourquoi serions-nous ici, alors? C'est pas à moi d'en parler, dites-le, vous! Eh bien, nous sommes là, monsieur Didier, parce que votre nièce et votre frère ont été assassinés. Mais mon frère, vous avez dit qu'il s'était suicidé. Oui, c'est ce que l'assassin a voulu nous faire croire, mais il s'y est mal pris. Pourquoi? Parce qu'il a laissé ses empreintes sur le revolver. Il est vieux, votre piège. Vous espérez que je vais protester et dire que je portais des gants, hein? C'est vrai d'ailleurs que j'en avais. Ah si, vous avouez. Vous avouez avoir tué froidement votre frère et sa fille. Pourquoi froidement? Je les ai tués parce que je suis seul et parce que je n'ai rien. Et parce que je dois assurer mon avenir. Et pour ça, il me faut de l'argent. De l'argent. C'est donc uniquement pour de l'argent que vous avez monté patiemment toute cette horrible machination. Et c'est très important, l'argent. Tout le monde ne parle que de ça. Dans la vie et au cinéma. Oh, foutez-moi la paix avec votre cinéma, voulez-vous? La gosse de 20 ans que vous avez tuée, c'était pas une morte de cinéma. Pourquoi criez-vous comme ça? Pourquoi criez-vous comme ça? Si vous étiez toujours seul, si tout le monde riait en vous voyant, si on vous appelait votre maison, la maison du fou, peut-être que vous aimeriez bien le cinéma. Bon Dieu, dire qu'on a remis ce type-là en liberté. On n'aurait jamais dû le laisser seul, évidemment, mais la petite Catherine non plus, ni son père, ni tant d'autres. Même les perruches, on les achète par deux pour qu'elles ne soient pas seules. Dites, monsieur le commissaire. Quoi? Est-ce qu'on va m'enfermer? Vous voulez pas me répondre? Ça ne fait rien. Je suis quand même content. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Un testament inattendu, drame radiophonique de Charles Maître, avec Jacques Morel, Pierre Delbon, Laurence Weber, Jean-Jacques Aslagnan, Paulette Franz,
Tony Taffin, Arlette Thomas, Charles Charras, Raymond Pélissier et Jean-Charles Thibault. Chef opérateur du son, Jean Deloron. Collaboration technique, Geneviève Laureau. Assistante, Marie Vouilloux. Réalisation, Pierre Billard.